Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant, monsieur Yassir Al-Louati, un jeune chercheur, un jeune militant qui préside le comité Justice et Liberté pour tous, mais aussi il est spécialiste dans la recherche et l'investigation. Monsieur Yassir Al-Louati, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Bonjour à vous, monsieur, merci de me recevoir. Ben écoutez, le plaisir est partagé. La thématique de ce jour, comme tout le monde le sait, la relation entre les pétrodollars et les populistes. Ma première question, qu'est-ce que pour expliquer ou explique cette nouvelle alliance des populistes européens avec les pétrodollars? Alors, pour commencer, il faut d'abord tout mettre en contexte. Déjà, les deux entités avaient, plutôt les deux côtés de la question, les extrêmes droites euro-américaines d'un côté et les Émirats de l'autre, ont connu des bouleversements majeurs. Pour commencer, les populistes ont été presque dépassés par l'élection de Trump qui arrivait au pouvoir comme l'arrivée du Messie. Le problème, c'est qu'en même temps, ces extrêmes droites européennes étaient amateurs, pas tellement bien financés comparé à d'autres partis politiques, ce qu'on appelle les mainstream, du centre, d'extrême centre, comme l'appellent certains. Et donc, ces partis politiques ayant engrangé de plus en plus de votes par la normalisation de leur idéologie à travers des partis de gauche comme le Parti socialiste ou les Républicains en France ou encore en Grande-Bretagne avec le Parti travailliste de Blair et les conservateurs, leurs idées ayant été normalisées, ils se sont retrouvés propulsés en première ligne des débats idéologiques. Le problème, c'est qu'il a fallu se structurer. Pour se structurer, il faut des moyens. Ça veut dire beaucoup de financement, beaucoup de formation, beaucoup de relais qu'il faut activer à sa guise. De l'autre côté, on a les Émirats qui ont été terrorisés par la vague de soulèvement qui a embrasé le monde arabe ces 10 dernières années. Et les Émirats eux-mêmes, voyant le vent du changement souffler en partance de Tunis aux portes des pays du Golfe, donc eux-mêmes disent avoir fait avorter un coup d'État interne. Eux-mêmes, la famille almérienne en particulier, sont terrorisés à l'idée de voir un soulèvement populaire chez eux. Pour ce faire, il fallait faire deux choses. Il fallait d'un côté écraser ou plutôt financer les contre-révolutions dans le monde arabe. On a vu leur implication désastreuse en Syrie, au Yémen, en Égypte, en Libye, en Tunisie, et bien sûr des tentatives pour s'ingérer dans les affaires algériennes. Et pour cela, j'en réfère à la vidéo du CJL qui s'intitule « Ingérence des Émirats en Algérie, quel danger ?» D'un côté, il fallait bien sûr réprimer ou faire s'aborder ce qu'on appelle les printemps arabes. De l'autre, empêcher toute initiative qui pourrait donner une espèce de croyance quelconque que des musulmans, des arabes peuvent s'organiser et remettre en question l'ordre établi. Alors, ils ont réussi à financer les contre-révolutions dans les pays du printemps arabe, qu'est-ce qui reste? Il reste donc les communautés musulmanes éparpillées en Europe et en Amérique du Nord. Ces communautés euro-musulmanes ou américano-musulmanes ont pour premier ennemi ces partis d'extrême droite. Extrême droite française, britannique, Grande-Bretagne, etc. Italie. Pardon? L'Italie. Bien sûr, voilà. L'Italie, l'Autriche, la Hongrie, les pays scandinaves. Donc maintenant, vous avez ces communautés musulmanes qui sont déjà passées à une troisième, voire une quatrième génération de citoyens de ces pays-là. Or, ces communautés sont en train de s'organiser. On voit bien qu'on a l'émergence de technocrates issus de ces communautés-là, des organisations militantes qui prônent pour une organisation autonome et indépendante, aussi bien vis-à-vis des États
européens, la France, Grande-Bretagne, etc., mais aussi qui veulent couper le cordon ombilical avec les pays, ce qu'on appelle les pays d'origine. Or, imaginez-vous maintenant une communauté musulmane française, britannique, italienne, espagnole, ou allemande, ou suisse, ou je ne sais quoi, qui s'organise de manière autonome et qui théorise un islam qui est lui-même partie intégrée ou intégrante de ce qu'on appelle l'identité européenne. Ça sonnerait le glas pour un islam qui est sous tutelle de ces pays soi-disant à majorité musulmane. Et donc, pour ne pas que ces communautés musulmanes inspirent une quelconque initiative, aussi bien aux Émirats par exemple ou en Arabie Saoudite, il a fallu s'allier et financer leurs premiers ennemis, les extrêmes droites européennes américaines, et de l'autre, tenter de mettre sous tutelle ces communautés musulmanes en prenant un islam totalement stérilisé, pacifié, neutralisé, qui se résume en gros à des rites et des rituels, mais absolument pas de s'impliquer dans les sociétés civiles ou voire dans le jeu démocratique et politique. On a un pays qui a payé très fort cette stratégie de la terre brûlée des Émirats, on l'a vu avec l'Égypte, mais aussi avec la Turquie. Vous avez un président élu, peu importe les critiques légitimes qu'on peut adresser à Erdogan, c'est un président qui a été élu par son peuple. Or, on a eu les Émirats qui ont financé une tentative de coup d'État qui a échoué. Après que Erdogan ait pris un virage répressif, ça, tout le monde se l'accorde. Il n'empêche que ça a été un président élu et les Émirats ont tenté de le renverser. Par contre, un autre a été élu, mais il a été renversé en Égypte. Et il est mort malheureusement il y a quelques mois, sans pour autant avoir avoir gain de cause. Donc c'est pour ça que l'entrée des Émirats comme militant d'une idéologie politique qui assoit la domination d'une famille régnante, elle est nouvelle nous concernant, mais elle est parfaitement logique quand on regarde ce qui se passe aux Émirats, au vu des violations des droits humains, libertés publiques au quotidien là-bas. Comment vous voyez-vous cette offensive qui est contradictoire quelque part et qui s'explique par la peur, si je ne me trompe pas, de ces gens-là, avec les pays d'accueil et notamment la France? Alors, pour commencer, je pense que concernant en tout cas, pour commencer, la France est déjà le pays qui a la plus grande minorité musulmane d'Europe. On n'est plus dans un pays d'accueil. Ces musulmans sont de loin chez eux. Ils sont autant chez eux qu'un Jean-François ou qu'un Moshe ou qu'une Catherine. Ils sont tout autant chez eux. Maintenant, cette identité musulmane française affirmée fait face à une montagne de défis parce qu'on est justement en train de la délégitimer. Et là, nous avons un jeu, plutôt un billard à trois bandes qui est en train de se jouer entre les Émirats d'un côté, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte de l'autre. C'est-à-dire que à chaque fois, nous avons des pays qui tentent de mettre sous tutelle via le contrôle des mosquées, via la formation des imams, via l'ingérence dans les affaires de l'organisation interne de ces communautés, pour ensuite se positionner comme l'interlocuteur privilégié de l'État français. Titre d'exemple, vous avez une guerre qui dure depuis un peu plus de 20 ans entre l'Algérie et le Maroc pour le contrôle des mosquées. D'accord ? Sauf que, au-delà même du contrôle des mosquées, il y a aussi les marchés du Hajj et de la Omra, qui sont une manne financière pour les pays qui les organisent. Vous avez aussi les certifications halal, qui représentent un marché de plusieurs milliards d'euros par an. Et vous avez aussi la formation des imams, qui non seulement est un marché lucratif, mais c'est aussi un marché stratégique. Ça veut dire celui qui va former les imams en étant le sous-traitant de l'État français va d'un côté continuer d'infantiliser ces communautés musulmanes, mais en même temps va se positionner comme interlocuteur stratégique auprès des États concernés. La France, en particulier, qui jusqu'à maintenant prône la laïcité d'un côté, mais s'ingère quotidiennement dans les affaires des musulmans, soit directement, soit via ces pays-là. Et aujourd'hui, on voit bien que la démarche des Émirats est cousue de fil blanc, puisque les relais maintenant, et nous concernant au CJL, les choses sont flagrantes. On voit bien que les relais commencent par des organisations qui sont proches du régime égyptien, par exemple avec des think tanks comme ce qu'on appelle le Centre des études du Moyen-Orient, présidé par Abdelrahim Ali et Ahmed Youssef, qui sont là constamment en train de prôner, le danger d'un islam organisé, parce qu'un islam organisé est tenu par les musulmans eux-mêmes, c'est forcément
un islam des frères musulmans et donc un islam radical, voire terroriste. Vous parlez d'un centre qui a fait une conférence au Parlement avec Marine Le Pen. Ce centre-là, justement, avait invité Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Et donc, on avait le fondateur Abdelrahim Ali, qui est un proche du régime de Sisi, qui tenait une conférence commune avec Marine Le Pen. Enfin, je peux pas les publications sont en ligne, c'est même pas un secret policier. Bien sûr. Et donc là, que vient faire un think tank qui en soit une coquille vide, bon, ça tourne autour de 2-3 personnes. Que vient faire ce think tank marginal qui ne représente que les personnes qui le composent au sein même de l'Assemblée nationale, quand ce think tank lui-même est lourdement financé par les Émirats. Et donc là, on voit bien qu'on a une entrée via ce qu'on appelle les think tanks pour donner une crédibilité intellectuelle à la vision de l'islam portée par les Émirats, ça veut dire à l'islam soumis à la tutelle d'un État lui-même dirigé par une famille régnante, mais en même temps, vous avez les relais médiatiques qui passent par des journalistes arabophones qui officient soit directement, par exemple, sur l'antenne, ou plutôt le versant arabophone de France 24, mais aussi Radio Monte Carlo, vous voyez. Et donc là, ces journalistes se positionnent comme les haut-parleurs du positionnement des Émirats. Et donc, vous avez ces Émirats qui, d'un côté, financent et connectent tous ces relais pour ensuite se retrouver comme interlocuteurs de facto auprès de l'État français. Et le danger qui guette les millions de personnes de confession musulmane, qu'elles fréquentent les mosquées ou pas, c'est de se retrouver sous tutelle d'un pays comme les Émirats, dont on connaît le parcours. On voit ce qui se passe au Yémen, on voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui se passe en termes de prisonniers politiques aux Émirats, on voit bien le financement d'une armée de mercenaires avec Blackwater, connu pour ses crimes de guerre en Irak, on voit bien les ingérences avec l'extrême droite européenne, et donc là, vous aurez un pays à majorité musulmane comme les Émirats, allié avec les premiers ennemis vitaux de ces communautés musulmanes. Il y a des questions qui s'imposent quand même. Hein. Donc c'est complètement un petit peu absurde parce que ça fait un certain temps qu'on est derrière ce dossier. Hein, donc et on constate ça s'est arrivé d'une journée au lendemain après la tentative que tout le monde a suivie et qui a été développée par un grand nombre d'acteurs importants sur la mosquée d'Ivry, la mosquée pro-marocain, et qui a été échouée. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de retour de la part des Émiratis, ni de le dénommer le Bchari Mohamed, qui était derrière cette opération de la mainmise. Donc cela veut dire silence, vous, consentement. Et on constate comme quoi il y a comme les uns comme les autres, je parle des Émiratis comme aussi les autres pays qui essayent de mettre la main sur les musulmans de France notamment, mais aussi européens, que chacun s'emploie et instrumentalise et manipule suivant ses propres intérêts, le tout enrobé sous les appellations de paix, d'amour et de coexistence. En fait, alors, les uns luttent pour... Je vais vous arrêter tout de suite parce que là, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux les Émirats quand ils parlent d'amour, de paix, de tolérance? Justement. Quand on connaît leur parcours et ce qu'ils commettent comme crimes de guerre au Yémen, sont déstabilisés. Regardez la Tunisie, regardez l'Égypte, regardez de tous les pays du Moyen-Orient, il y a empreinte des Émirats un peu partout. Et en même temps, comment est-ce qu'on parlait de paix et de tolérance lorsque les prisons émiraties sont remplies d'opposants politiques et qu'en plus vous avez des salles de torture au sein même, par exemple, de la sûreté nationale dans la ville de El Ain, pas loin d'Abu Dhabi, à Souihan ou par exemple à Oman. Et en même temps, lorsque les Émirats eux-mêmes se positionnent comme sous-traitants de la torture de la CIA ou des organisations de sécurité françaises et britanniques, pour justement ne pas que ces pays se retrouvent accusés devant la haie, mais que cette torture soit toujours pratiquée au nom de ces pays-là via des agents payés par les Émirats. Donc là, seuls peuvent croire à la version des Émirats ses premiers alliés ou ceux qui ont quelque chose à gagner. Par contre, pour revenir sur ce que vous disiez pour les mosquées, à commencer par la mosquée d'Evry dans la banlieue parisienne, plus au sud. Je veux dire, les Émirats ne vont pas débarquer avec des chars pour contrôler les mosquées. Ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes qui entrent, ne serait-ce que par un petit poste dans les conseils d'administration,
qui font leur place dans ces conseils d'administration et qui petit à petit prennent le contrôle de ces associations. Sachant notamment, et ça c'est un problème qui est endémique, ça ne concerne pas seulement les mosquées, mais tous les lieux de culte, mais dans ce cas-là, on va parler des mosquées françaises, vous avez une gestion opaque de ces lieux de culte, vous n'avez pas une gouvernance saine, vous n'avez pas l'implication des fidèles, ce qui fait qu'un coup d'État interne peut s'opérer du jour au lendemain. Et les fidèles, eux, n'y verront que du feu. Et donc, lorsque vous avez des personnes qui ont tissé des liens avec des pays comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite, ou la Turquie, ou l'Égypte, ou le Maroc, ou l'Algérie, qui ne sont en fait là que pour avancer les intérêts d'un pays étranger, là, il y a atteinte à la souveraineté française avec, bien sûr, l'assentiment de l'État, d'accord? Mais là, encore une fois, c'est aux personnes de confession musulmane, et là, je les interpelle directement. Je vais les interpeller, non pas en leur disant « désolidarisez-vous du terrorisme comme le font d'autres », mais c'est pour leur dire « prenez en main la gestion de vos mosquées ». Or, et là, c'est là qu'on voit que l'idéologie portée par les Émirats, c'est justement de pousser les masses musulmanes à ne jamais s'impliquer dans les décisions qui les concernent. Ça veut dire qu'il ne faut pas que celui qui est au pouvoir, lorsqu'une décision vient d'en haut, il faut l'appliquer et abdiquer. Et ça me rappelle ce que disait un imam de la banlieue parisienne une fois en montant pour son prêche du vendredi, vous devez écouter et obéir. Or, je suis désolé, une religion qui interdit la réflexion, et là où les hommes, c'est quasiment jamais des femmes, là où des hommes donnent des ordres et attendent que les masses suivent aveuglément, on est en droit de s'inquiéter. Effectivement, on est en droit de s'inquiéter. Mais quel avenir selon vous, et notamment dans un État républicain, laïque? Est-ce que l'État doit intervenir avec toute l'expérience que tout le monde a subie depuis 2015, jusqu'en 2015, les attentats, des morts, des orphelins, des femmes, beaucoup de dégâts sur le plan international? Est-ce que c'est une responsabilité aussi partagée de l'État français afin d'aider ces musulmans français de faire face à cette offensive qui ne fait que grandir? Alors, vous posez une question qui est fondamentale. Pour commencer, le premier responsable, c'est l'État français. L'État français, par ses violations répétées de la laïcité, par son refus d'accorder l'autonomie organisationnelle à celles et ceux qu'on appelle les musulmans, en s'ingérant via des pays étrangers, ou via les consulats ici, ou via les préfectures et les partis politiques et les maires et j'en passe, a empêché l'émergence d'une entité organisationnelle musulmane qui soit légitime, ça veut dire qu'elle soit portée par le terrain et dans laquelle se reconnaissent la majorité de celles et ceux qui fréquentent les mosquées, ou en tout cas qui s'identifient en tant que musulmans. On a eu l'exemple du CFCM, j'en passe, bon, ça c'est l'histoire ancienne, c'est plus la peine de digresser là-dessus. Par contre, lorsque vous avez une France traumatisée par 2015, quand on sait que le terrorisme agit toujours pour le compte de pays étrangers ou d'organisations criminelles, d'accord? Donc, vous avez la prise en charge ou la mise sous tutelle de communautés musulmanes via leurs institutions, leurs représentants, etc. Ça veut dire que ces organisations-là, pour commencer, ne seront pas légitimes ni représentatives. Deuxièmement, les agents qui contrôleront ces organisations seront toujours des agents au service de pays étrangers. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire lorsque demain, on aura les Émirats qui auront réussi à mettre sous tutelle les communautés musulmanes européennes et ensuite qui pourront se servir de leurs organisations pour faire pousser, qui sait, des attentats, des tentatives de déstabilisation, faire émerger des mouvements extrémistes pour ensuite se positionner comme le sauveur légitime. Si les Émirats ont pu financer le terrorisme en Libye ou en Syrie ou ailleurs au Yémen, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'ils en sont capables ici en France, ailleurs en Europe, ou aux États-Unis, en gardant pour idée que d'un côté, ils vont prôner un soi-disant islam de paix et de tolérance à partir des Émirats, en même temps, ils vont se positionner comme promoteurs d'une mise sous tutelle de ces communautés musulmanes, et lorsque demain, ils pourront activer des groupes extrémistes aussi bien sur le sol français, européen ou américain, ils pourront dire
Maintenant, vu que nous prônons cet islam de tolérance, de paix, qui est une supercherie totale, ils pourront justement continuer de se positionner comme le sauveur. Et là, tant que l'organisation de ce qu'on appelle l'islam de France échappera aux musulmans et aux musulmanes eux-mêmes, vous aurez toujours des États qui auront intérêt à manipuler des éléments hors de contrôle, sauf leur contrôle. Pensez aussi aux années 90 et l'ingérence de l'État algérien dans ce qu'on appelle les communautés françaises musulmanes, avec des agents qui étaient liés de près ou de loin avec le renseignement militaire algérien. Est-ce qu'un scénario comme celui-là ne peut pas se reproduire? Ne soyons pas naïfs. Mais justement, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si demain, l'intérêt des Émirats est de déstabiliser la France pour faire pression afin d'avoir des gages sur le plan international, rien ne les empêchera de le faire si ces organisations-là tombent sous la tutelle des Émirats arabes unis. Bien entendu, je vous invite, M. Yassir Louati, à écouter notre intervention du 28 juillet dernier. Et cette thématique qui est nouvelle, qu'on avons développée, et aussi avec un spécialiste du terrorisme au Sahel, l'Algérien M. Youssef Mchria, le néo-terrorisme. Voilà, c'est ça. On est plein dedans. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui s'intéresse par rapport à ce qu'on dit à travers cette émission. Il me reste une dernière question, si vous le permettez. Les Émirats n'ont de communauté nulle part, ni en Europe, ni ailleurs. Comment peuvent-ils prétendre jouer un rôle dans différentes communautés musulmanes en Europe, alors qu'ils ne disposent ni de savoir-faire, ni de cadres compétents, ni d'aucune autorité religieuse reconnue? Un islam mondialisé peut-être, mais non déclaré. L'islam n'est quand même pas un club de foot. Alors, pour commencer, il faut garder en tête que les Émirats, c'est quand même un pays qui a moins de 50 ans. C'est un pays qui est né en 1971. Donc en termes de savoir-faire politique, institutionnel, droit des minorités, etc., pour moi, ils sont automatiquement disqualifiés de par leur propre histoire et ensuite de par leur CV sur ce qui se passe dans le monde. Deuxièmement, l'entrée des Émirats, bien sûr, ne se fera pas avec des troupes parachutées. Non. Prenons l'exemple de monsieur Hakim El-Karoui, d'accord, qui se positionne comme porteur d'un projet d'organisation de l'islam de France. Soit. Bon. Son parcours personnel, déjà, le disqualifie. Il n'a aucun lien de près ou de loin avec les communautés musulmanes qui prétendent vouloir organiser. Deuxièmement, bon, sa formation théorique n'est pas compatible. C'est un ancien banquier. Que vient-il faire dans les affaires religieuses et dans l'organisation du culte? Troisièmement, lorsque vous voyez que M. Hakim El-Karoui porte son projet et tente de le faire valider par les Émirats, là on se pose la question, comment peut-il parler d'un côté de l'islam, d'un islam de France, et ensuite prendre l'avion et demander une tutelle d'un pays étranger pour ce même islam de France? Là, on nage en plein délire, et j'invite M. Hakim El-Karoui à rester cohérent avec sa posture et de retourner à sa banque d'investissement ou à faire autre chose. Et là, ça soulève aussi un point qui est crucial malheureusement pour les millions de personnes qui sont, en tout cas qui s'identifient comme musulmans et musulmanes, c'est que le vide créé par l'âge des anciens représentants qui ont été bien sûr positionnés par l'État français ou les consuls algériens, etc. La chute de Tariq Ramadan, etc. qui a accéléré l'histoire avec Marwan Mohamed et Tariq Obrou. C'est que le problème des personnes de confession musulmane, c'est que l'État lui-même sait que ces différents entrepreneurs brassent du vent. On sait très bien qu'ils sont pas représentatifs, qu'ils ne parlent que pour eux-mêmes et que le seul souci qu'ils ont, c'est de passer pour un interlocuteur privilégié. Mais là, l'avenir s'annonce sombre pour les personnes de confession musulmane si elles continuent à débrayer et à ne pas s'intéresser aux affaires qui les concernent et à laisser des entrepreneurs comme Hakim El-Karoui, d'un côté, oui, porter le discours d'un islam français sur France Culture ou ailleurs, et en même temps chercher une tutelle étrangère. Lorsqu'on a une démarche qui est cohérente, on prône un islam français
avec les musulmans de France, pas avec les Émirats ou l'Arabie Saoudite ou ailleurs. Alors, au sujet de M. Hakim El-Karoui, je tiens à informer notre auditoire, donc, comme quoi, après vous, nous aurons l'intervention de M. Hakim El-Karoui, qui est certainement à l'écoute par rapport à ces questions, et sur un plan d'égalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes ici en France pour que les gens puissent, il n'y aura pas que des spécialistes de la religion qui vont gérer l'islam. On a besoin de cadres, ça c'est sûr et certain, mais par contre on a besoin de têtes de liste qui connaît l'islam, qui peut défendre l'islam. Un deuxième point concernant Hakim El-Karoui, parce que il va répondre tout à l'heure, certainement je vais lui reposer la question. Il gère maintenant l'association culturelle. Je ne sais pas si vous le savez, monsieur Yassir Louati. Oui, je le sais. Voilà, oui, donc elle gère l'association culturelle. Est-ce qu'une association culturelle a le droit de gérer un dossier comme la gestion de l'islam? C'est une question que je risque de lui poser tout à l'heure. Voilà. En tout cas, si je peux me permettre, il y a aussi la question, quand est-ce que M. El-Karoui parlera aux musulmans? Il parle à tout le monde sauf aux musulmans, donc moi c'est un peu, voilà... Eh bien écoutez, ça va être parmi les questions, donc il est temps qu'elle parle aux musulmans. Et selon vous, qu'est-ce que vous proposez, puisque vous êtes un jeune musulman très actif, qu'est-ce que vous proposez? Un débat, proposez un colloque, qu'est-ce que vous proposez d'après vous? Il faut d'abord s'accorder le temps de pouvoir parler aux différentes tendances représentatives de l'islam de France, laisser la parole, avoir des assises transparentes. Et là, ça demandera des moyens. S'il faut demander des moyens à l'État, là, ça serait une bonne initiative. Ça veut dire avoir accès à des salles dans les mairies pour que les musulmans puissent débattre de leur vision de ce qui pourrait être représentatif les concernant, aussi bien à l'échelle locale que nationale. Ça ne pourra venir... il faut être sérieux. Il faut dire, là, vraiment, j'insiste et je pourrais jamais insister assez sur la question. Il faut que ça vienne du bas et que ça monte vers le haut. Et non pas l'inverse. Qu'une initiative soit parachutée depuis un ministère, un cabinet ou une association qui n'a aucune assise sur le terrain et qui va imposer un discours parce qu'elle a les relais nécessaires auprès des médias et de l'État. Là, la question est vraiment cruciale. Il en va de l'avenir de ce pays et des communautés concernées. Et si demain on continue à jouer le jeu des pays étrangers qui pour eux, ces communautés, on va encore courir la catastrophe. Parfait. Et malheureusement, après 2015, d'ailleurs, j'avais eu une interview avec CNN qui a tourné au vinaigre parce que je dis mais quand est-ce que vous allez laisser les musulmans parler pour eux-mêmes et par eux-mêmes? Parfait. Monsieur Yassir Louati, merci pour cet éclairage. On donnera la parole à monsieur Hakim El-Karoui après vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci monsieur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.